Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette 14e e-live conférence consacrée aux facteurs de risque cardiovasculaire associés au diabète. Voilà, donc pourquoi ce sujet? Il faut savoir que les pathologies cardiovasculaires sont responsables de 4 millions de décès en Europe par an et qu'elles constituent la deuxième cause de mortalité en France après les cancers. Alors, on entend par maladie cardiovasculaire les maladies qui touchent les artères, et notamment les artères du cœur, ce qu'on appelle les artères coronaires, et qui peuvent ainsi provoquer des infarctus du myocarde ou de l'angine de poitrine. Ça concerne également les accidents vasculaires cérébraux et l'artérite des membres inférieurs. Ces maladies cardiovasculaires sont liées à une pathologie de l'artère qui s'appelle l'athérosclérose. Et cette athérosclérose s'explique elle-même par la formation de plaques d'athérome au niveau de la paroi des artères. Les plaques d'athérome sont des dépôts de graisse, de cholestérol au niveau de la paroi. Ces dépôts vont s'associer, ces dépôts de cholestérol vont s'associer à des dépôts également de cellules inflammatoires, de cellules du sang, qui vont participer peu à peu à réduire ce qu'on appelle la lumière de l'artère. La lumière, c'est l'orifice en fait de l'artère, et entraîner ainsi un rétrécissement progressif de cette artère, ce qu'on appelle aussi en termes médicaux une sténose. Voilà, et il est possible également que cette plaque d'athérome se rompe et induise à ce moment-là un saignement au niveau de la plaque avec accumulation de facteurs de coagulation, un thrombus qui va boucher, qui va être, en fait, il est possible que ce thrombus voilà, bouche l'artère et induise à ce moment-là des pathologies aiguës telles que l'AVC ou l'infarctus du myocarde. Alors, comme vous le savez certainement déjà, le diabète est un des facteurs de risque cardiovasculaire, mais il n'est pas le seul en cause. On distingue certains facteurs sur lesquels on ne peut pas agir. Par exemple, l'âge. On sait que l'homme de plus de 50 ans et la femme de plus de 60 ans a plus de risques cardiovasculaires. L'hérédité également. Donc l'hérédité de pathologies, enfin les antécédents de pathologies cardiovasculaires chez les apparentés de premier degré, c'est-à-dire le père, le frère ou le fils, en fait, si ces apparentés ont fait un problème cardiovasculaire avant 55 ans, ou pour les femmes, donc la mère, la sœur, la fille avant 65 ans, on est plus à risque soi-même de faire un problème cardiovasculaire. Donc ça, ce sont des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir, mais il y a des facteurs sur lesquels on peut agir. Par exemple, le tabagisme, l'hypertension artérielle, le cholestérol, l'alcool, l'obésité, la sédentarité. Voilà, donc tous ces facteurs en fait peuvent être dépistés et traités si besoin pour limiter le risque cardiovasculaire. Et c'est ça que je voulais aborder aujourd'hui avec vous pour vous faire comprendre que ce n'est pas une fatalité et qu'on peut agir dessus en amont. Donc, j'attends vos questions sur le sujet, que j'espère nombreuses. Et en attendant, je vais répondre à certaines questions qui ont été posées dans la semaine sur notre site Facebook. Donc, une question d'Orgelès qui me demandait que veut dire IDM. IDM, ça veut dire infarctus du myocarde. Ensuite, donc d'autres personnes souhaitaient des conseils et des recommandations utiles sur leur pathologie. Donc, j'attends vos questions. Azedine me posait la question, est-ce qu'une tension artérielle à 12,8 sous Amelor protège le cœur? Oui, effectivement, il est important, comme je vous ai dit, de traiter l'hypertension artérielle, en sachant que l'objectif chez le diabétique est d'obtenir une tension inférieure à 130 sur 80. Donc, si vous êtes à 12,8, 120 sur 80, vous êtes à l'objectif. Donc ça, c'est très important. Maintenant, il n'y a pas que les traitements médicamenteux pour l'hypertension, il y a aussi les mesures hygiéno-diététiques, c'est important d'en parler. Lorsque vous avez de l'hypertension artérielle, il faut veiller à ne pas manger trop salé. On conseille en fait d'avoir un régime qui ne dépasse pas les 6 grammes de sel par jour, donc 6 grammes tout compris, hein, ce n'est pas le sel que vous allez apporter à vos plats. On vous conseille de ne pas ressaler vos plats, donc ça c'est très important puisque le sel, on le sait, fait monter la tension. On vous conseille, si vous êtes en surpoids, de perdre un petit peu de poids, d'essayer
si possible de revenir à un indice de masse corporelle normal qui est inférieur à 25, ou en tous les cas de perdre 5 à 10% de votre poids si vous êtes en obésité. On conseille également de ne pas boire trop d'alcool. Il faut limiter la consommation d'alcool à moins de 3 verres par jour pour les hommes et moins de 2 verres d'équivalent de vin par jour pour les femmes. Faire de l'activité physique également, c'est très important. Donc, on conseille de réaliser 30 minutes d'activité physique modérée 5 fois par semaine, voilà, soit 150 minutes par semaine, ou alors 75 minutes d'activité physique intensive par semaine pour justement essayer de contrôler ces facteurs de risque. Voilà, donc je vois des questions arriver. Donc, alors, Florence qui me pose la question, quelles sont les recommandations actuelles sur les objectifs du patient diabétique de type 1? Alors, les recommandations, c'est-à-dire en termes d'équilibre glycémique, en termes de cholestérol, de tension. Alors voilà, il y a plusieurs, quand on parle des facteurs de risque cardiovasculaire, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Donc, si c'est pour le diabète de type 1, bah, l'objectif d'hémoglobine glyquée, notamment en début de prise en charge du diabète, lorsqu'on diagnostique un diabète de type 1, on va viser une hémoglobine glyquée inférieure ou égale à 6,5. Si le diabète est beaucoup plus, évolue depuis plus longtemps avec des comorbidités, des facteurs de risque associés aux décomplications, l'objectif d'hémoglobine glyquée peut aller jusqu'à 7%, voire un peu plus. Donc ça, c'est à voir avec le diabétologue selon les comorbidités. Alors, une question d'Olivier. Bonjour, si le cholestérol est le coupable dans les infarctus, il faut éviter de manger quoi? Alors, ça c'est une bonne question. Lorsqu'on a trop de cholestérol, et a fortiori lorsqu'on a fait un infarctus du myocarde, il faut essayer de manger équilibré, en favorisant la consommation de fibres et notamment de fruits et légumes qui sont aussi riches en antioxydants. Il faut essayer de favoriser la consommation d'acides gras mono et polyinsaturés. Donc, où est-ce qu'on va trouver ces acides gras? Les acides gras monoinsaturés, ce sont les oméga 9, les acides gras polyinsaturés, les oméga 6, oméga 3. Donc, vous allez trouver ces acides gras intéressants dans certaines huiles, notamment l'huile de noix, l'huile de colza, qui sont riches en fait en oméga 3. Et vous avez également l'huile d'olive pour les acides gras monoinsaturés, l'huile de tournesol, donc l'huile de lin, si je ne me trompe pas, pépins de raisin. Donc ça, ce sont des huiles intéressantes. Par contre, il faut éviter les huiles qui sont, qui contiennent des acides gras, des graisses hydrogénées, notamment l'huile de palme, de palmiste, de copra et de coco. Donc ça, ce sont les huiles à éviter. Quand on a du cholestérol et qu'on a fait un infarctus du myocarde, ou lorsqu'on a du cholestérol même sans avoir fait un infarctus du myocarde, donc on a de l'hypertension, d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, il faut aussi essayer d'éviter tout ce qui est riche en acides gras saturés. Les acides gras saturés, vous les trouvez dans les graisses animales notamment, sauf les poissons, on verra après, donc dans la viande rouge, dans la charcuterie, le fromage, la crème fraîche, le beurre, les saucisses, voilà. Là, vous allez trouver des acides gras saturés qu'il faut essayer d'éviter, donc limiter leur consommation si possible. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Limiter aussi les acides gras trans. Les acides gras trans, vous les trouvez dans les viennoiseries, les biscuits du commerce, les pâtes à tarte du commerce. Voilà, donc tout ça, toutes ces pâtisseries en fait que vous pouvez trouver dans le commerce vont être riches en acides gras trans et il faut essayer d'éviter de limiter leur consommation. Favoriser aussi la consommation de poissons gras, on n'en a pas parlé, mais les poissons gras sont riches en oméga 3, donc le saumon, le hareng, le thon, voilà, ce sont des poissons qui sont intéressants, la sardine, par rapport à la protection cardiovasculaire. Voilà, ensuite, donc une question de Marilène. Est-ce que le diabète de type 1 peut être déréglé avec le coronavirus pour une petite de 11 ans? Alors, donc bon, vous savez que effectivement, on parle beaucoup du coronavirus. Il faut savoir que les patients diabétiques sont plus à risque de complications avec le coronavirus, mais on constate en fait que chez les enfants seraient partiellement, présenteraient peu de symptômes de ce coronavirus, de l'infection à coronavirus, et seraient moins à risque que les adultes. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, je pense qu'il faut, comme nous l'a rappelé le président hier soir,
veiller à mettre en place toutes les mesures barrières dont on a parlé, c'est-à-dire lavage des mains, c'est très important, hein, se laver les mains souvent en fait autant de fois que possible dans la journée, ou alors se nettoyer avec une solution hydroalcoolique. Il faut c'est bon. Nous avons été coupés. Donc voilà, je vous disais de vous laver les mains par rapport au risque du coronavirus. Donc se laver les mains, tousser ou éternuer dans le coude, ne pas se saluer avec des poignées de main ou des embrassades, donc ça il faut éviter. Rester chez soi si possible, s'il n'y a pas d'urgence, s'il n'y a pas de consultation d'urgence pour les patients qui sont justement suivis, qui sont diabétiques. Je pense que s'il n'y a pas de caractère d'urgence, il vaut mieux en fait rester chez soi, éviter les bains de foule, les regroupements, les rassemblements. Voilà, que vous dire d'autre? Donc on a parlé de l'hygiène des mains, j'en oublie encore, mais ça va revenir, je vous le dirai par la suite. Donc pour votre fille de 11 ans, c'est une enfant donc a priori moins à risque, puisqu'il y a des enfants qui sont porteurs asymptomatiques, mais elle est diabétique, donc voilà, je pense qu'il faut favoriser ces mesures barrières, et l'hygiène, c'est très important. J'ai perdu les questions. Alors je suis désolée, on a perdu vos questions avec la perte de la connexion, donc j'attends de nouveau vos questions. Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup du coronavirus en ce moment. On entend beaucoup de choses. Maintenant, je pense que pour limiter la contagiosité, comme je vous le disais, il est important que chacun respecte ces mesures de protection et reste chez soi s'il n'y a pas de consultation d'urgence, d'hospitalisation urgente, je parle pour les patients surtout. Voilà. Maintenant, pour en revenir aux facteurs de risque cardiovasculaire, en attendant vos questions, on n'a pas parlé, je pense qu'on va parler du tabac. Le tabac, c'est un facteur de risque qui est très important au niveau cardiovasculaire et sur lequel on peut agir, même si ce n'est pas toujours facile. Donc, il est important, je pense, lorsque vous souhaitez arrêter de fumer, de vous faire aider, parce que ce n'est pas toujours évident d'arrêter seul. Donc, vous pouvez en parler à votre médecin ou au centre de tabacologie de l'hôpital le plus proche, s'il en possède un. Ou alors, vous pouvez également appeler Tabac Info Service au 39 89 pour vous faire accompagner dans le sevrage tabagique. Visiblement, on a beaucoup de mal à avancer sur le sujet aujourd'hui à cause de la connexion. Donc, je me souviens des questions. Donc, pour ce qui est de l'alcool, il y avait une question sur l'alcool. Donc, comme je vous disais, il faut veiller à ne pas boire trop d'alcool lorsqu'on est à risque. Enfin, même pour tout, c'est le conseil qu'on peut donner en fait à la population générale. Donc, s'il y a un problème de consommation d'alcool excessive, je pense qu'il est très important d'en parler à votre médecin qui saura vous orienter. Il y a des services d'addictologie qui peuvent vous prendre en charge et il y a plusieurs façons en fait de vous aider. La méthode de pleine conscience est actuellement beaucoup est à la mode et il y a de bons résultats aussi. Donc je pense que c'est très important d'en parler et éventuellement de bénéficier d'une prise en charge addictologique pour vous aider dans le sevrage. Il y avait une question aussi sur le dépistage des pathologies cardiovasculaires lorsque l'on est diabétique. Effectivement, lorsqu'on est diabétique, à risque de faire des événements cardiovasculaires parce qu'on a d'autres facteurs de risque associés au diabète, il y a des façons de dépister les complications et c'est ce que vous propose votre médecin traitant, votre diabétologue régulièrement au cours du suivi. Donc non seulement on va dépister les facteurs de risque avec prise de tension à chaque consultation, dosage du bilan lipidique une fois par an au départ et puis de manière plus rapprochée si on met en place un traitement pour pouvoir viser un objectif qui sera défini en fonction du niveau de risque du patient diabétique. On interroge sur le tabagisme, sur le mode de vie. Voilà, donc une fois qu'on a établi les facteurs de risque cardiovasculaire associés au diabète, on va pouvoir proposer un bilan de dépistage. Pour le cœur,
Ça peut être s'il n'y a pas de comorbidité, qu'il n'y a pas eu d'événement cardiovasculaire, qu'il n'y a pas eu d'AVC, il n'y a pas eu d'artérite ou d'infarctus antérieur, on va pouvoir proposer au patient ce qu'on appelle un score calcique. Le score calcique, c'est un scanner du cœur qui permet d'évaluer le score de calcification au niveau des artères coronaires. Et en fonction de ce score, on va savoir s'il faut aller plus loin ou pas. Si le score est inférieur à 100, on est globalement rassuré par rapport au risque d'infarctus ou d'angine de poitrine chez le patient. Donc, on s'arrêtera là. Si maintenant le score est supérieur à 400 ou entre 100 et 400 dans certaines situations, il faut aller plus loin et proposer des explorations avec un cardiologue. Ce peut être une épreuve d'effort. Donc, vous pédalez sur un vélo, vous courez sur un tapis roulant et puis le cardiologue enregistre votre électrocardiogramme. Donc, il met les patchs ici et il enregistre l'activité de votre cœur. Il regarde si vous n'avez pas de douleur à l'effort et au moindre doute, si l'électrocardiogramme est pathologique ou si vous présentez une douleur à l'effort, il vous proposera de réaliser ce qu'on appelle une coronarographie. On va le voir après. On peut, comme l'épreuve d'effort, proposer d'autres explorations de la fonction cardiaque qui peuvent être une scintigraphie myocardique. Ça se fait dans un service de médecine nucléaire. On injecte un produit qui va à la fois accélérer le cœur et qui va marquer le cœur pour voir si le cœur ne souffre pas à l'effort, si on fait faire un effort, ou lorsqu'on injecte le produit qui l'accélère, voir si le cœur ne souffre pas lorsque le rythme cardiaque s'accélère. Là encore, si on a le moindre doute, on proposera la coronarographie. On peut faire aussi une échographie cardiaque de stress. Donc, on induit un stress, on accélère encore l'activité cardiaque, la fréquence cardiaque, et on va voir à l'échographie s'il y a des zones qui se contractent moins bien. Et là encore, au moindre doute, on proposera la coronarographie. La coronarographie, qu'est-ce que c'est? C'est un examen qui va se faire par voie fémorale ou la voie radiale. On peut injecter de l'iode soit au niveau du pli de laine, soit au niveau du coude. Et cette iode va aller opacifier les artères coronaires, donc les artères du cœur, et on va voir si ces artères sont rétrécies ou pas. Si elles sont rétrécies, on pourra dilater l'endroit où l'artère est rétrécie et mettre un petit ressort qu'on appelle un stent pour rendre cette artère perméable et rétablir le flux sanguin au niveau de l'artère. Donc ça, c'est pour le cœur. Pour les artères du cou et les artères des jambes, pour dépister les sténoses, donc les rétrécissements au niveau des artères du cou et artères des jambes, vous allez tout d'abord bénéficier d'un examen clinique. Le médecin traitant ou le diabétologue peut déjà palper les pouls. Donc, avec la main, on pose la main sur le pied, par exemple, ou là sur la carotide, et on sent pulser, c'est ce qu'on appelle le pouls. On va ausculter avec un stéthoscope le trajet des artères et écouter l'existence éventuelle d'un souffle. Un souffle, c'est lorsque l'artère est rétrécie, le flux sanguin passe avec plus de difficulté et on entendra, lorsqu'on ausculte, un petit bruit qui fait psh, psh, psh. Ça, c'est un souffle. Ça veut dire qu'il y a probablement une sténose, un rétrécissement de l'artère. Et cette sténose sera confirmée par l'examen qu'on appelle l'échodoppler. Donc l'échodoppler, c'est une échographie avec un examen qui étudie le flux sanguin, donc le Doppler, qui se réalisera au niveau des artères du cou et des artères des jambes afin de rechercher une sténose qui nécessitera, si elle est confirmée, et qui a indication, un enjeu scanner éventuellement, voire une artériographie pour ensuite aller dilater ces artères si besoin ou réaliser un geste chirurgical avec un chirurgien vasculaire au niveau des artères carotides ou un pontage au niveau des artères des jambes. Voilà. Ensuite, je regarde. Donc, Brie qui me pose une question. Vous êtes diabétique de type 1, vous avez fait un score calcique l'an dernier qui était normal. Est-ce qu'on doit le refaire et quand? Donc, en fait, le score calcique, s'il est complètement normal, on ne le refait pas chaque année. C'est à discuter avec votre diabétologue ou votre cardiologue en fonction des facteurs de risque associés. Ça peut être tous les 3 ans, tous les 5 ans, s'il n'y a aucun facteur de risque. Voilà, c'est à voir avec votre médecin. Ensuite, Olivier qui me pose la question. Donc, bonjour, quelle est la cause de la résistance à l'insuline? Merci. Donc, lorsqu'on est diabétique de type 2, on a effectivement une résistance à l'insuline associée à un déficit au départ partiel de la sécrétion en insuline qui va aboutir à l'apparition du diabète.
la résistance à l'insuline, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut imaginer une cellule comme une petite maison avec une porte. La clé qui permet d'ouvrir la serrure, c'est l'insuline. Et en fait, c'est comme s'il y avait une incompatibilité entre la clé et la serrure. Donc, chez le diabétique de type 2, l'insuline, elle est présente, c'est cette petite clé, mais elle a du mal à agir parce que la serrure n'est pas adaptée. Donc, la cellule est résistante à l'action de l'insuline. Ce qui fait que l'insuline va avoir du mal à agir et le patient va avoir du mal à utiliser le glucose circulant dans les vaisseaux sanguins, le glucose circulant, et le glucose, en fait, finalement, va pas être, comment dire, le taux de sucre ne va pas, enfin, le sucre ne va pas être utilisé correctement par la cellule et va aboutir à la montée de la glycémie et au diabète. Donc, la résistance à l'insuline, elle existe généralement chez les patients qui sont en obésité ou en surpoids. Donc, le surpoids favorise la résistance à l'insuline et c'est pour ça que chez le patient diabétique de type 2 insulino-résistant, la perte de poids a toute son importance dans le traitement du diabète. On a aussi des médicaments qui agissent sur la résistance à l'insuline et notamment la metformine. Donc, c'est pour ça que si vous êtes diabétique de type 2, on vous a certainement mis en place ou proposé un traitement par metformine justement pour agir sur la résistance à l'insuline et améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc, je lis la question. Donc, vous êtes anémié. Donc, c'est Rufeta qui me pose la question. Je souffre d'une anémie sévère. Je voulais savoir s'il y avait un rapport avec la maladie du cœur. Vous avez mal à la poitrine. Vous avez du mal à respirer et manque d'air. D'accord. Alors, si vous êtes anémié, vous pouvez avoir des symptômes, notamment si vous avez une pathologie cardiaque, vous pouvez avoir des douleurs à la poitrine, des douleurs thoraciques, parce que il faut savoir que les globules rouges transportent l'oxygène du sang et les globules rouges amènent l'oxygène aux cellules. Si vous avez de l'anémie, c'est-à-dire que vous avez moins de globules rouges, donc du coup, vous allez vous allez avoir des difficultés à transporter correctement l'oxygène aux cellules cardiaques. Si vous avez déjà des artères qui sont rétrécies, des artères coronaires rétrécies, il y a déjà moins de flux sanguin à ce niveau-là. Donc, si vous êtes en plus anémié, vous pouvez ressentir des signes d'angine de poitrine et compliquer en fait ce qu'on appelle la cardiopathie ischémique, donc le problème des artères coronaires. Donc, il est important lorsque vous avez une cardiopathie ischémique connue, donc un problème d'infarctus, des antécédents d'infarctus ou d'angine de poitrine, si vous êtes anémié, il faut corriger cette anémie. Tout dépend du seuil de l'anémie. Mais je pense que si vous êtes à moins de 10 grammes d'hémoglobine, il faut quand même consulter assez rapidement votre médecin pour voir s'il n'a pas lieu de faire une transfusion. Donc, Tacite Mistal, vous me demandez, donc vous me dites, pardon, que vous êtes diabétique et que vous avez une douleur dans un doigt de pied. Alors, si vous avez une douleur au niveau du pied, on sait que les plaies de pied diabétiques, les plaies de pied sont une complication du diabète. Donc, si vous avez une plaie, ça nécessite une consultation avec un médecin. Assez rapidement, je pense. S'il n'y a pas de plaie mais qu'il y a une douleur, il faut voir quand même s'il n'y a pas de petites plaies qui passeraient inaperçues ou s'il n'y a pas une inflammation de l'orteil qui nécessiterait un traitement. Donc, je pense qu'il faut vous rapprocher peut-être d'abord de votre médecin traitant. Et puis, si le médecin traitant juge qu'il y a nécessité que vous voyez votre diabétologue et que vous bénéficiez d'une consultation de pied diabétique, voilà, il ne faudra pas tarder si c'est le cas. Mais toute douleur du pied ou plaie de pied chez le diabétique doit, je pense, conduire à une consultation au moins avec le médecin traitant. Alors, Olivier Monge, vous me dites que vous avez lu qu'on pouvait ouvrir les artères rien qu'avec l'alimentation. Alors, je ne pense pas. Je ne vois pas comment on peut ouvrir nos artères avec l'alimentation. Donc, non, ce n'est pas vrai. Alors, Karine. Donc, découverte hasardeuse lors d'une prise de sang d'un diabète de type 1 sous metformine 1000 pour un homme de 55 ans, visite avec un cardiologue pour un bilan de départ qui montre un souffle au cœur. Faut-il s'en inquiéter? Test d'effort et échographie prévus en juin avec activité physique importante. Vous êtes agriculteur. Alors, je pense que ce n'est pas un diabète de type 1. Si vous êtes traité par metformine, ça doit être un diabète de type 2 parce que le diabète de type 1
sauf exception au début, enfin la découverte de la maladie, effectivement, mais on ne rentrera pas dans les détails. Rapidement, il peut y avoir des périodes qu'on appelle de lune de miel et le diabète de type 1 peut être dans certaines situations sensibles au départ pendant quelques semaines, voire quelques mois, à des traitements antidiabétiques oraux, mais la plupart du temps, le diabète de type 1 est traité par insuline. Donc, si vous n'avez que de la metformine et que vous avez 55 ans c'est plutôt l'âge de découverte d'un diabète de type 2, donc je pense que c'est plutôt un diabète de type 2. Donc, vous avez vu un cardiologue, vous avez un souffle au cœur. Le souffle au cœur n'est pas une complication du diabète. Un souffle au cœur peut être bénin ou peut être le témoin aussi d'une pathologie cardiaque sous-jacente. Donc, le cardiologue a dû vous examiner, vous ausculter et faire une échographie du cœur. Et selon l'échographie cardiaque, s'il y a un souci, à ce moment-là, il vous prendra en charge de manière adaptée par rapport à ce souffle au cœur. Si l'échographie cardiaque ne révèle pas de problème, je pense qu'il ne faut pas vous inquiéter. De toute façon, vous avez le suivi avec le cardiologue et il vous fera l'épreuve d'effort qui est programmée donc en juin par rapport au test justement de dépistage de ce qu'on appelle l'ischémie myocardique silencieuse. Donc, c'est pour vérifier que vos artères du cœur fonctionnent bien et qu'il n'y a pas de risque d'infarctus ou d'angine de poitrine. Alors, Amina, vous êtes diabétique de type 1, vous avez une intervention utérine, si j'ai bien compris, vous avez une tension à 15,10, 16,9, et pendant l'intervention, au moment de l'intervention, et après, tout est rentré dans l'ordre. Vous avez consulté le cardiologue, il vous a fait un ECG, donc un électrocardiogramme normal, une échographie du cœur normale, il vous a même fait la MAPA. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la MAPA? MAPA, c'est une mesure ambulatoire de la pression artérielle. C'est ce qu'on appelait avant le holter tensionnel. Le cardiologue vous pose un appareil au niveau du bras, comme ça, qui va mesurer la tension artérielle à la maison pendant 24 heures. Donc, il vous la pose telle journée. Et le lendemain, vous rapportez l'appareil au cardiologue qui va ensuite interpréter les résultats puisque l'appareil, donc la MAPA, enfin l'appareil tensionnel a enregistré vos tensions de manière régulière, par exemple toutes les 30 minutes, et va pouvoir ainsi avoir un profil tensionnel sur la journée et sur la nuit. Et selon la MAPA, on saura si vous êtes hypertendu et si vous nécessitez un traitement ou si les tensions artérielles sont normales. Et là, je vois qu'a priori, votre MAPA était normale, donc effectivement, il n'y a pas besoin de traitement. Si la tension artérielle est normale, il n'y a pas plus de risque au niveau rénal. Donc, vous pouvez vous rassurer. La MAPA, c'est important parce que lorsque vous allez voir votre médecin traitant, vous pouvez avoir parfois des tensions artérielles un peu élevées qui sont liées à ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. L'effet blouse blanche, en fait, c'est l'anxiété. La consultation peut générer un stress et votre tension peut monter à cause du stress. Donc, pour s'assurer que la tension artérielle dans des conditions standards à la maison est normale, on peut vous prescrire cette MAPA. Et je pense que c'est un examen qu'il faut avoir, en fait, une prescription qu'il faut avoir assez facilement lorsque on voit qu'un patient est hypertendu à la consultation, mais que les tensions sont fluctuantes. On peut aussi vous demander de contrôler votre tension artérielle à la maison avec un appareil de mesure homologué que vous pouvez acheter à la pharmacie. Et si vous la contrôlez à la maison, si vous n'avez pas d'hypertension artérielle connue, traitée, on considérera des chiffres limites de 135-85. Si maintenant vous avez une hypertension artérielle qui est traitée, on visera un objectif en dessous de 130/80. Alors, donc ça c'est une bonne question. Ahmed, vous me parlez de l'activité physique à la piscine 3 fois par semaine. Donc vous êtes diabétique hypertendu. L'activité physique est très très intéressante, que ce soit chez le diabétique ou la personne non diabétique. Pourquoi? Parce qu'on a montré que l'activité physique prévenait la mortalité et les complications cardiovasculaires. Elle diminue de 20 à 40% les complications cardiovasculaires chez le diabétique. Donc, faire une activité physique, c'est très important. La piscine 3 fois par semaine, je trouve que c'est pas mal, c'est bien. Maintenant, comme on l'a conseillé, comme ce qui est préconisé, par les sociétés savantes, c'est 30 minutes d'activité modérée 5 fois par semaine ou alors 75 minutes d'activité intensive par semaine. Donc, si la piscine vous permet de réaliser cette activité dans ces proportions-là, c'est très intéressant, vous pouvez continuer. Si vous en faites un petit peu moins, à ce moment-là, ajoutez une autre activité. Ça peut être de la marche, tout simplement. On ne vous demande pas d'aller courir un marathon régulièrement, mais de la marche, du jardinage, faire son ménage à la maison, ça constitue de l'activité physique. Alors,
Marion, vous êtes diabétique de type 2 et à haut risque cardiovasculaire. Y a-t-il un certain traitement ou antidiabétique oraux contre-indiqué? Donc, diabétique de type 2 à haut risque cardiovasculaire. Alors, tout dépend de votre fonction cardiaque, de votre fonction rénale, respiratoire. On sait que les antidiabétiques oraux, et notamment la metformine, sont contre-indiqués quand on a une insuffisance rénale sévère, avec une clairance en dessous de 30 millilitres minute pour le rein, ou en cas d'insuffisance cardiaque. Si votre fraction d'éjection établie par le cardiologue à l'échographie est à moins de 30%, il ne faut pas prendre de metformine. Il y a d'autres contre-indications aussi pour les sulfamides hypoglycémiants, notamment les insuffisances hépatiques. Donc, si le foie a un problème, s'il y a une insuffisance de la fonction du foie, il faut faire attention aux sulfamides hypoglycémiants. En dehors de ça, si votre fonction cardiaque va bien, votre fonction rénale va bien, la fonction du foie va bien, et que vous n'avez pas d'insuffisance respiratoire et que l'âge le permet, on peut continuer les antidiabétiques oraux, la metformine, les sulfamides hypoglycémiants. On peut aussi mettre en place, si vous êtes en surpoids ou en obésité, notamment des analogues du GLP-1 ou d'autres molécules qui peuvent être intéressants sur le diabète, mais également sur la réduction pondérale. Alors, donc, Olivier, vous me dites que le même repas, matin et soir, n'ont pas le même résultat en glycémie. Alors, lorsqu'on est diabétique, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène de l'aube. C'est lié, en fait, le phénomène de l'aube, qu'est-ce que c'est? C'est que le patient diabétique va voir ses glycémies plus élevées le matin, et notamment vers 10 heures, c'est là où la glycémie est la plus élevée, alors que vers 17-19 heures, la glycémie sera plus basse. Pourquoi? En fait, le foie produit du glucose dans la nuit, c'est ce qu'on appelle la production hépatique de glucose. Ce qui fait que les taux de glycémie sont plus élevés le matin. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas le même effet de vos repas matin et soir, et notamment au petit déjeuner, puisque le petit déjeuner est en général le repas le plus hyperglycémiant de la journée. Alors, d'accord. Je crois qu'on n'a plus de questions, donc j'attends vos questions, vos autres questions. Alors, est-ce que le diabète provoque l'ETA? Majid, est-ce que vous pourriez me préciser ce que vous appelez par ETA, s'il vous plaît? Ensuite, Amina, diabétique de type 1 depuis l'âge de 10 ans, comment je consulte le cardiologue chaque année ou bien chaque 6 mois? Donc, vous êtes diabétique de type 1 depuis l'âge de 10 ans. Je ne sais pas quel âge vous avez actuellement, mais si, j'imagine que vous êtes adulte, donc votre diabète doit évoluer depuis au moins une dizaine d'années. Effectivement, il est intéressant dans ce contexte-là, surtout si vous avez d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, que vous fumez, ou vous êtes hypertendu, ou si vous avez de la microalbuminurie aussi. On n'a pas parlé de la microalbuminurie, mais la microalbuminurie, c'est l'albumine qu'on va doser dans les urines lorsqu'on est diabétique. Enfin, on va dépister une atteinte rénale par ce dosage-là. Si l'albumine est positive, et a fortiori si vous avez de l'insuffisance rénale, donc vous êtes quand même à risque plus élevé cardiovasculaire, donc il est important de consulter un cardiologue, si vous avez du cholestérol également. Donc dans ce cas-là, comment vous faites pour consulter le cardiologue? Il faut en parler à votre médecin traitant ou à votre diabétologue, qui vous adressera au cardiologue si nécessaire, ou alors il pourra vous faire, si vous n'avez que le diabète et que vous n'avez pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, simplement le score calcique dont on a parlé tout à l'heure, le scanner du cœur. Et en fonction de tous ces paramètres-là, on verra s'il est nécessaire de revoir un cardiologue de manière régulière une fois par an, ou alors s'il n'y a aucun souci et aucun autre facteur de risque cardiovasculaire, peut-être espacer les rendez-vous à tous les 2 ans, voire tous les 3 ans. Voilà, tout ça se discute avec votre médecin en fonction de votre état cardiovasculaire de base et des facteurs associés. Alors, Fabienne, vous me dites qu'on a trouvé une allergie au blé. Alors, je ne sais pas si c'est à vous ou à quelqu'un de votre entourage. Est-ce que ça peut venir du diabète? Alors, je pense que vous parlez d'une intolérance au gluten. Donc, il faut savoir que la véritable allergie, intolérance au gluten s'appelle la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est une intolérance au gluten qui va provoquer des diarrhées, des troubles digestifs, lorsque le patient va manger des aliments qui contiennent du gluten et notamment du blé. Le diabète ne provoque pas la maladie cœliaque. Par contre, la maladie cœliaque peut être associée au diabète de type 1. Donc, dans un contexte auto-immun, le diabète de type 1, c'est une pathologie auto-immune. Et dans ce contexte-là de pathologie auto-immune, on peut avoir plusieurs autres pathologies auto-immunes associées, notamment la maladie cœliaque. Donc, si le patient est diabétique de type 1 et qu'il a une maladie cœliaque, il est important, je pense, de faire un bilan auto-immun un peu plus
poussée pour rechercher d'autres pathologies auto-immunes, et notamment de la thyroïde, des anémies qu'on appelle anémie de Birmer. Donc, il y a d'autres choses à rechercher. À ce moment-là, vous en parlez à votre médecin traitant qui vous orientera si besoin. Alors, diabétique de type 2, dois-je consulter un cardiologue pour harmonie? Si vous êtes diabétique de type 2, comme je l'ai dit précédemment, il faut dépister les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, on a dit le tabac, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, l'âge, si vous avez plus de 60 ans puisque vous êtes une femme, ou s'il y a des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires dans votre famille, aux âges dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, il faut en fait, je pense, effectivement, consulter un cardiologue ou faire le score calcique pour dépister les complications cardiovasculaires qui pourraient être liées à tous ces facteurs. Si vous avez de la microalbuminurie également, de l'insuffisance rénale, ou si vous avez ce qu'on appelle une obésité androïde. L'obésité androïde, c'est le tour de taille en fait qui est élevé. On considère la limite à 102 cm pour les hommes et 88 cm pour la femme, donc de tour de taille, de périmètre ombilical. Si vous avez ces facteurs de risque-là, il faut faire le point avec votre médecin traitant ou avec votre diabétologue et éventuellement consulter un cardiologue pour effectuer le dépistage à la fois cardiaque, mais également vasculaire. Donc pour le dépistage vasculaire, comme on l'a dit tout à l'heure, on ausculte les carotides, on cherche les poux, on ausculte également les artères fémorales au niveau des jambes, et puis on va jusqu'à réaliser un échodoppler des artères du cou et artères des jambes. Voilà. Alors, Olivier, vous me demandez si on peut guérir du diabète. À l'heure actuelle, on n'a pas de traitement qui permette de guérir définitivement du diabète. On a des traitements qui permettent de le traiter de manière satisfaisante, d'équilibrer le diabète et d'obtenir une hémoglobine glyquée dans les objectifs, mais il n'y a pas de traitement qui guérit complètement. On sait par contre que le patient qui est obèse et qui va bénéficier d'une chirurgie bariatrique, donc une chirurgie de l'estomac pour réduire l'estomac ou d'un bypass, enfin une sleeve ou un bypass, lorsqu'il va perdre du poids, peut voir son diabète s'équilibrer. On peut assister à de véritables rémissions du diabète avec arrêt de certains traitements antidiabétiques, voire arrêt de tous les traitements antidiabétiques chez le type 2. Je précise bien chez le type 2 et non pas chez le type 1. Le type 1 nécessite de l'insuline et la chirurgie bariatrique ne changera pas il y aura toujours besoin d'un traitement par insuline. Mais chez le diabétique de type 2 qui est en surpoids, en obésité, pardon, s'il a bénéficié d'une chirurgie bariatrique et qu'on était au début de l'évolution du diabète, on peut voir de véritables rémissions du diabète. Par contre, on sait qu'avec le temps, ces rémissions ne durent pas forcément et il est possible de reprendre un traitement antidiabétique lorsqu'on évolue en âge, qui peut être moins important que lorsqu'on était en obésité. Alors, Saïda, vous me dites, je suis diabétique de type 2 depuis 3 ans. Au début, vous étiez en hyperglycémie, vous montiez à 3 grammes et votre hémoglobine glyquée était à 8,1%. Vous avez changé de traitement, vous avez fait beaucoup d'hypo. Votre hémoglobine glyquée est à 6,1. Et depuis 1 mois, vous avez de nouveau changé de traitement. Vous êtes sous Stagide 700 matin et midi, Velmessia le soir. Donc, alors là, vous devez jeûner pendant le mois du Ramadan en sachant que vous tremblez. Vous avez la bouche sèche, amère et vous transpirez parfois. D'accord. Alors, Saïda, donc si j'ai bien compris, vous êtes actuellement uniquement sous Stagide et Velmessia. Il n'y a pas d'autres médicaments du diabète. Le Stagide et le Velmessia ne donnent, en théorie, pas d'hypoglycémie. Ce sont des molécules qui ne provoquent pas d'hypoglycémie, contrairement aux sulfamides hypoglycémiants qui sont l'amarel, le glimépiride, le daonil, l'ibenclamide, diamicron, glyclazide, les glinides aussi, le novonambre et paglinide, tout ça, ça provoque des hypoglycémies. L'insuline, évidemment, donne des hypos. Donc, si vous n'avez pas de sulfamide hypoglycémiant, qu'il n'y a pas d'insuline, normalement, votre traitement ne provoque pas d'hypoglycémie. Maintenant, je vous conseille quand même, si vous transpirez, que vous avez des symptômes un peu désagréables, de contrôler une glycémie capillaire pour être sûr qu'elle ne soit pas basse. Si cette glycémie est basse, on peut réajuster votre traitement, c'est-à-dire que le Stagide et le Velmessia peuvent se simplifier, on peut réduire la dose ou simplifier et ne mettre que du Stagide. À ce moment-là, je vous conseille d'en parler à votre médecin traitant ou votre diabétologue pour essayer, vu que votre hémoglobine glyquée est bonne, peut-être de réduire le traitement.
Alors, Reg a dit que vous me demandez quels sont les examens pour prévenir les problèmes cardiaques. Donc, on a vu en fait tout à l'heure que pour dépister les complications cardiaques, il y avait plusieurs examens qui étaient réalisables, le score calcique ou l'épreuve d'effort, la scintigraphie cardiaque, l'échographie de stress. Je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé. Et si ces examens étaient pathologiques, on pouvait aller jusqu'à la coronarographie. Donc, un examen, c'est une cartographie, une radio des artères du cœur qui va nous permettre de dire si elles sont rétrécies, bouchées ou pas. Et dans ce cas-là, il est possible, si elles sont rétrécies, d'aller les dilater et de mettre en place, de les dilater et de mettre en place des petits ressorts, des stents, pour rétablir la perméabilité de l'artère et éviter les complications. Donc, c'est grâce à ces examens cardiologiques de dépistage que l'on peut voir s'il y a un problème cardiaque et prévenir les complications. Alors, Harmonie, vous me dites, le diabète de type 2 fait-il partie, le diabétique de type 2 fait-il partie des personnes à risque pour le coronarien? Alors, je n'ai pas bien saisi votre question. Je ne sais pas si vous me parlez des artères coronaires ou du coronavirus. Si on parle du coronavirus, le diabète, effectivement, les patients diabétiques sont plus à risque de complications avec le coronavirus. Maintenant, si vous me parlez des artères coronaires, donc de la cardiopathie ischémique, effectivement, le diabète de type 2 est un des facteurs de risque cardiovasculaire et le diabétique de type 2, comme le diabétique de type 1, est plus à risque de complications coronariennes. Maintenant, le diabète de type 2 s'associe souvent à d'autres facteurs de risque cardiovasculaire et plus on cumule les facteurs de risque cardiovasculaire, plus on est à risque. Donc, c'est pour ça qu'il est important de considérer et de prendre en charge chacun des facteurs de risque cardiovasculaire et de réaliser le dépistage. Donc, Idrissou, voilà, vous me posez la question par rapport au coronavirus. Effectivement, le diabète de type 2 est plus à risque. Les mesures à prendre en charge, on en a parlé. Vous avez des affiches un petit peu partout. Le ministre de la Santé l'a déjà précisé, le président l'a rappelé hier. Donc, il faut bien se laver les mains. Utiliser, si vous avez du gel hydroalcoolique, mais c'est équivalent. Hein, s'il n'y a plus de gel hydroalcoolique, le lavage des mains est très important. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas de gel hydroalcoolique qu'il faut rentrer dans la psychose. Se laver les mains, c'est une très bonne chose. Donc, il faut se laver les mains plusieurs fois par jour. Faire attention à ne pas se saluer avec des poignées de main, des embrassades. Éviter en fait les sorties dans des milieux confinés, les transports en commun, les rassemblements, le cinéma. Je pense qu'il faut éviter dans la mesure du possible de sortir, rester chez soi au maximum tant que c'est possible. Si vous avez des consultations qui ne sont pas du tout urgentes, peut-être les reprogrammer. Ne pas voilà, tousser, si vous êtes malade, tousser ou éternuer au niveau du pli du coude, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter immédiatement. Et puis, si jamais vous avez de la fièvre ou des signes grippaux ou des difficultés à respirer, à ce moment-là, vous appelez le 15 qui vous donnera en fait la conduite à tenir la plus adéquate. Donc, Benarab Reda, vous avez 44 ans. Vous faites 107 kg pour 1m77, vous n'avez pas de maladie. Je risque quoi si je ne fais rien? Alors, 107 kg pour 1m77, il faudrait calculer votre indice de masse corporelle. Si vous me permettez, je vais le faire de suite. Comme ça, je vais vous dire. Alors, donc, pour calculer l'indice de masse corporelle, on prend le poids que l'on divise par la taille au carré. Donc, 1m77. Donc, vous avez un indice de masse corporelle à 34. Qu'est-ce que cela veut dire? Un poids normal est défini par un indice de masse corporelle entre 19 et 25. Le surpoids est défini par un indice de masse corporelle entre 25 et 30. L'obésité est définie par un indice de masse corporelle à plus de 30. Entre 30 et 35, vous avez une obésité de grade 1. Entre 35 et 40, une obésité de grade 2. Et au-delà de 40, une obésité de grade 3. Donc, vous êtes en obésité de grade 1. Vous me dites que vous n'avez pas de maladie. Alors, c'est très bien, mais est-ce qu'on les a dépistés? Est-ce qu'on les a recherchés? C'est-à-dire, est-ce qu'on a cherché l'hypertension artérielle? Est-ce qu'on a cherché le diabète, le cholestérol, l'hypercholestérolémie? Est-ce qu'on vous a demandé si vous fumiez? Est-ce qu'on vous a aussi recherché une apnée du sommeil? Parce qu'il faut savoir que les patients obèses sont plus à risque de faire de l'apnée du sommeil, tout comme les diabétiques, notamment les diabétiques de type 2. Donc, l'apnée du sommeil, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pauses respiratoires pendant la nuit
Souvent, le patient ronfle, votre conjoint va vous dire que vous ronflez la nuit et vous faites des pauses. Si c'est le cas, il faut rechercher l'apnée du sommeil parce que l'apnée du sommeil est aussi un facteur qui prédispose à des complications cardiovasculaires. Et ça se traite aisément avec des appareils. Donc, si vous n'avez rien de tout ça, il faut savoir que l'obésité en elle-même prédispose, surtout si vous avez un tour de taille à plus de 102 cm, vu que vous êtes un homme, je pense, ou alors si vous êtes une femme, c'est un tour de taille au-delà de 88 cm. Donc si vous avez une obésité androïde avec un tour de taille élevé, c'est un facteur en soi de risque cardiovasculaire. Donc on vous conseillera de perdre du poids dans la mesure du possible, en sachant qu'une perte pondérale déjà de 5% est intéressante, 10% c'est encore mieux. Si vous pouvez revenir à un IMC de moins de 25, ben là c'est encore plus satisfaisant. Donc on vous conseillera de perdre du poids en équilibrant votre alimentation et en réalisant une activité physique régulière. Si vous avez des difficultés à perdre du poids, rapprochez-vous de votre médecin traitant ou d'un endocrinologue pour vous aider à perdre du poids. L'obésité peut également entraîner, peut être associée à d'autres complications. On sait que l'obésité majore le risque de certains cancers. Donc c'est pour ça qu'il est important de prendre en charge cette obésité de manière précoce et de manière durable également. Donc si c'est difficile de perdre du poids, je pense qu'il est important de se faire aider et de demander conseil à votre entourage médical. Alors, Rufeda, vous me dites, j'ai fait une transfusion sanguine il y a un mois et vous sentez, c'est vous qui aviez l'anémie, si je me souviens bien. Vous avez beaucoup de vertiges. Vous avez rendez-vous le mois prochain. Vous vouliez savoir les effets secondaires de l'anémie, parce que vous avez beaucoup de symptômes, et est-ce que l'anémie a un rapport au rein. Donc, si vous avez été transfusé, c'est que votre anémie était assez importante, je pense. Si vous avez toujours ces symptômes de vertige, de douleur à la poitrine, d'essoufflement, il faut de toute façon recontrôler votre numération de formule sanguine, la NFS. C'est elle qui va nous dire si l'anémie s'est corrigée ou pas. Si l'anémie ne s'est pas corrigée, il faut peut-être envisager une nouvelle transfusion. Voilà, les symptômes de l'anémie, effectivement, c'est ça. Hein, ce sont les vertiges, les douleurs à la poitrine, l'essoufflement au moindre effort. La pâleur aussi, si vous avez le visage pâle, les conjonctives, donc ici pâles. Qu'est-ce que j'oublie voilà, donc si vous avez tous ces symptômes-là, il faut refaire contrôler votre prise de sang pour envisager le meilleur traitement. L'anémie peut être liée à un problème de rein quand on est insuffisant rénal. On a tendance à faire de l'anémie et le néphrologue est parfois amené à prescrire de l'érythropoïétine justement pour faire remonter les globules rouges et corriger l'anémie. Maintenant, il y a d'autres causes aussi à l'anémie. Il faut rechercher des carences en fer, des carences dans d'autres vitamines. Parfois, ça peut être un problème de moelle osseuse. Donc, en général, le médecin, en regardant votre prise de sang, arrive à orienter un petit peu le bilan et arrive à trouver la cause. Alors, donc Al-Boussidi, vous me dites qu'en est-il de l'hémoglobine glyquée? L'hémoglobine glyquée, c'est un reflet de l'équilibre de votre diabète. C'est une prise de sang que vous allez faire tous les 3 mois, excusez-moi. Une prise de sang que l'on fait tous les 3 mois. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun pour faire l'hémoglobine glyquée puisque c'est en gros la moyenne de vos glycémies sur les 3 mois qui viennent de passer. Donc, l'objectif à atteindre lorsqu'on est en début d'évolution de diabète, qu'on n'a aucune comorbidité, aucune complication, l'objectif va être inférieur ou égal à 6,5. Si vous avez un diabète qui évolue depuis un peu plus longtemps, on considérera une hémoglobine glyquée à moins de 7%. Maintenant, si vous êtes âgé avec beaucoup de complications, notamment cardiovasculaires, on peut être amené à fixer un objectif d'hémoglobine glyquée plus large, par exemple 8, voire 8,5%. Tout dépend de l'âge, des comorbidités. Donc ça se discute avec votre médecin. Alors, Amina, vous me demandez, qu'en est-il de la microalbuminurie? Si elle est élevée, on va avoir des tensions élevées, sachant que vous êtes diabétique de type 1 et depuis plus de 20 ans. Donc, vous êtes diabétique de type 1 depuis plus de 20 ans, si j'ai bien compris, avec une tension artérielle élevée et une albuminurie. Alors, le diabète comme l'hypertension peuvent favoriser l'apparition d'une microalbuminurie, d'une albuminurie en fait au niveau des urines. C'est un signe que votre rein a été affecté par le diabète et l'hypertension. Ça se traite évidemment. Donc, le premier traitement devant une microalbuminurie positive, c'est équilibrer le diabète, équilibrer la tension artérielle. Et il y a des traitements qui peuvent protéger le rein.
qui sont ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, tels que le ramipril, le triatec, le rinitec, voilà. Et puis, vous avez aussi les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, par exemple l'Aprovel, l'Irbesartan, le Valsartan, l'Icardis, voilà. Il y a plusieurs types de molécules qui protègent le rein. Mais effectivement, s'il y a de la microalbuminurie, il faut le prendre en charge, le traiter, contrôler les facteurs qui peuvent majorer cette microalbuminurie et surveiller la microalbuminurie et la fonction rénale. Et si besoin, on vous adressera à un néphrologue pour le suivi si jamais on constate qu'il y a de l'insuffisance rénale ou que la microalbuminurie évolue en protéinurie et n'est pas contrôlée par les traitements en place. Donc, c'est à surveiller effectivement. Donc, Claude, vous avez une glycémie à 1,90 à 2 grammes depuis qu'on vous a enlevé le glimépiride. Mais vous avez une hémoglobine glyquée. Alors, hémoglobine ou hémoglobine glyquée? Je pense que c'est l'hémoglobine glyquée à 5,2%. Alors, si votre hémoglobine glyquée est à 5,2%, il n'est pas logique que vous ayez des glycémies à 1,90 à 2 grammes. Il y a une discordance entre les deux. En général, une hémoglobine glyquée à 5,2%, vous avez des glycémies beaucoup plus basses que ça. Donc, je pense qu'il faut vérifier déjà que votre appareil, peut-être avec à la pharmacie, soit bien fiable, qui vous donne les bonnes glycémies, et vérifier qu'il n'y ait pas de médicaments, que vous ne preniez pas des médicaments qui interfèrent avec le dosage de l'hémoglobine glyquée, parce qu'il y a certains médicaments qui peuvent interférer avec le dosage et fausser la valeur d'hémoglobine glyquée. Donc ça, c'est à voir avec le médecin traitant et avec votre diabétologue. Mais si vous avez repris de glimépiride avec une hémoglobine glyquée à 5,2%, je me méfierais, si c'est réel, je me méfierais quand même des hypos. Donc contrôlez bien vos glycémies capillaires et refaites le point avec votre diabétologue. Donc, Josiane, vous êtes diabétique de type 1 depuis 40 ans, vous souffrez depuis 25 ans de contractures musculaires de part et d'autre de la colonne vertébrale au niveau des reins. Vous avez fait des tas d'examens pour voir d'où venaient ces douleurs et personne ne peut vous dire d'où elles viennent. Elles sont calmées par morphine. Est-ce que le diabète peut être en cause avec atteinte au niveau des nerfs de la colonne? Alors, je ne pense pas que vos problèmes de colonne vertébrale soient liés au diabète. Le diabète peut donner de la neuropathie, mais des petites fibres nerveuses, notamment au niveau des jambes. Lorsqu'on a de la neuropathie diabétique, on va avoir des symptômes, surtout au niveau des pieds, au niveau des jambes, comme des décharges électriques, des fourmillements, des picotements, des brûlures. Donc, je ne pense pas que ce soit lié à votre diabète. Après, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire d'où ça vient. Voilà, on arrive au terme de cette e-live. Je suis désolée si je n'ai pas répondu à toutes les questions. Je vous encourage en fait à nous reposer les questions auxquelles je n'aurai pas répondu à la prochaine e-live. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et voilà, une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Voilà. Oui, je ne sais pas vous laisser. Oui, vous avez bien fait. Seule. Vous avez bien fait. Et